Bienvenue dans le Café du Projet, le podcast inspirant sur la gestion de projet, le leadership et la communication. Le premier mardi de chaque mois, nous accueillons des experts dans leur domaine. Ils dévoilent leurs compétences pour animer des équipes, faire avancer des projets, mais aussi accompagner leurs clients vers la réussite. Bonjour et bienvenue, je suis Nicolas et aujourd'hui nous allons parler de la reconnaissance des équipes. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Sabatier, notamment cofondateur de Team for the Planet. Ça fait beaucoup de Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut Nicolas. Écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et éventuellement nous dire ce qu'est Team for the Planet pour ceux qui l'ignoreraient ? Ouais, bien sûr. Alors moi, je voulais devenir footballeur professionnel pour rendre les gens heureux et je me suis retrouvé à créer des entreprises où dans chacune d'elles, j'ai essayé de rendre des gens heureux. Donc j'ai co-créé une organisation de colonies de vacances, un bar-restaurant dédié justement aux rencontres et à la convivialité, une houblonnière pour faire du houblon bio pour nos chères bières, et puis enfin donc cofondateur de Team for the Planet. L'objectif de Team for the Planet, c'est d'aider des créateurs, des innovateurs ou des innovatrices à se développer, c'est-à-dire qu'on les détecte, ensuite on leur adjoint un ou une créatrice d'entreprise confirmée, parce que c'est une compétence complémentaire à leur skill à eux, et puis on amène de l'argent, beaucoup d'argent, pour doper la création d'une entreprise. Si une idée reste dans la tête d'une personne, elle sert à rien. Si une idée se transforme en bien ou en service concret, et ben là on peut l'utiliser, et nous on va l'utiliser pour décarboner. Donc c'est ça la mission de Team for the Planet, détecter et diffuser des innovations qui permettent de décarboner le monde. Écoute, c'est très clair, je te remercie. Question subsidiaire, est-ce que tu rends les gens heureux du coup avec toutes ces organisations ? Eh ben écoute, oui, franchement plutôt. À l'époque des colos, il y a énormément de jeunes qui revenaient d'année en année, de parents satisfaits, de jeunes parfois. Il y a eu des cas comme une jeune qui était en fauteuil et qui nous disait, qui venait pendant 3 ans, et un jour ses parents nous ont dit, vous savez, la première année qu'elle est venue chez vous, elle voulait se suicider juste avant de venir. Elle nous a demandé une mort par assistance et on lui a redonné le goût de vivre vraiment. Enfin, on a contribué, on n'a pas redonné à nous seuls, mais ensuite elle a poursuivi, elle a fait des grandes études, etc. Enfin, c'est voilà, une histoire un peu dingue comme ça. Dans un bar-restaurant, plein de belles rencontres. Il y a des gens qui sont devenus amis, il y a des couples qui se sont créés. On m'a appris récemment qu'il y a des gens qui s'étaient rencontrés et mariés dans mon bar. Dans le bar. Voilà. Ouais, c'est assez fou. Et puis sur Team for the Planet, il y a eu plein de gens qui se sont rencontrés également, et surtout des gens qui arrivent dans une dynamique et qui disent que ça les rend joyeux, rien que le fait d'être en contact avec d'autres gens qui essayent d'agir. Et c'est un peu comme si on avait contribué à désisoler des personnes. Donc ça a aussi contribué à rendre des gens heureux. C'est super chouette, au moins tu t'éclates dans tes nombreux projets. J'ai pu suivre une petite conférence que tu avais donnée dernièrement. Tu comparais les problématiques des organisations aux problèmes rencontrés au cours d'un déménagement. Parmi les éléments, tu évoquais notamment l'absence de reconnaissance. Est-ce que tu l'as toi-même constaté dans certaines organisations ? Et est-ce que tu peux nous dire, si c'est le cas, comment ça se caractérise ? Ouais, alors déjà peut-être expliquer pourquoi je parle des déménagements. En fait, une organisation, c'est quelque chose de très simple. Une organisation humaine, il faut 2 critères. 1, qui est un groupe de personnes, et 2, que ce groupe de personnes se regroupe pour faire quelque chose en commun. Et donc à partir de là, c'est ce que moi je considère qui caractérise une organisation. La forme juridique de cette organisation, on n'en a rien à faire. Donc en effet, ça peut être dans une asso, dans une boîte, dans un service d'une boîte, voire même dans un groupe d'amis. Et le déménagement est un super exemple d'organisation parce que on l'a à peu près tous déjà vécu. On a au moins, en général, fait au moins un déménagement dans une vie. Et donc dans une histoire de déménagement, on peut trouver plein de problématiques qu'on peut retrouver dans d'autres organisations, et notamment celle de la reconnaissance. La reconnaissance, je la qualifie pour moi sur une problématique liée au regard que va porter l'autre sur notre personne et sur notre travail, sur notre contribution à cette organisation. D'accord. À partir de donc cette définition, ce que je constate dans énormément d'organisations, c'est que, je suis pas le seul, honnêtement, c'est un des problèmes, pour moi, c'est une des problématiques managériales les plus compliquées, c'est comment adresser la bonne reconnaissance à la personne.
Et c'est un énorme casse-tête. Moi, personnellement, je me suis cassé les dents très souvent, alors qu'en plus de ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'aime pas décevoir les gens, j'aime prendre soin d'eux, j'être à la hauteur de leur attente. Donc tout ça, c'est très compliqué. Et en fait, ce que j'ai fini par comprendre un jour, c'est venu je me disais, bon, il y a pas de réponse à ça, quoi, à la problématique de la reconnaissance. Et un jour, dans une réunion d'équipe, justement, il y a une personne qui est incroyable dans notre équipe qui souffre d'un problème de reconnaissance. Et moi, vraiment, là, de nouveau, après tout ce que j'avais fait dans plein d'organisations et dans celle-ci, j'étais un peu triste parce que je me suis dit, mince, c'est vraiment cette personne, on lui accorde énormément de reconnaissance, mais si elle en est là, c'est forcément légitime. Elle exprime quelque chose, c'est qu'elle est en souffrance, c'est qu'il y a un problème autour de la reconnaissance. Sauf que moi, j'étais vraiment... et j'étais vraiment à poil, quoi. Je savais plus quoi faire à ce moment-là. Et là, il y a une petite jeune de 21 ans qui prend la parole, parce que on était en groupe, et qui dit, pour moi, la reconnaissance, on essaie de travailler sur cette définition. Et elle dit, moi, je me sens reconnu quand, dans mon association, donc là, c'est sa forme d'organisation à elle, mais en tout cas, elle dit, je me mets à initier une action et qu'il y a plein de gens qui viennent m'aider pour la faire. Et en fait, ça m'a fait un tilt de fou parce que je me suis dit, waouh, en fait, la reconnaissance, c'est une question de regard que portent les uns sur les autres. Donc, il faut que je réfléchisse sous cet angle-là, sur mes problématiques de reconnaissance. Et donc, la reconnaissance, à la fois, c'est une problématique qui est personnelle, c'est-à-dire, on m'accorde de la reconnaissance quand je reçois tel signal. C'est ça mon canal de reconnaissance. Et ensuite, il faut que ce soit telle personne qui m'apporte cette reconnaissance, ce signal, sinon je le considère pas. Ça peut arriver, par exemple, je sais pas, que tu dises à un ami, mais t'es une super personne, t'es vraiment quelqu'un de très joyeux, de très positif. Si cette personne, les mots et ta personne, c'est pas les bons canaux, en fait, ça va rentrer dans une oreille, ça va ressortir de l'autre. Mais peut-être que ton ami, il a besoin que ce soit, je sais pas moi, son chef de service qui lui dise, et puis que ça se fasse avec un petit truc matériel, que ça soit écrit sur une carte, par exemple. Et peut-être que là, cette personne va mieux y croire. Je l'ai vécu en fait dans un contexte professionnel où justement j'avais un collaborateur que je félicitais sur le travail qu'il avait fait en lui expliquant que justement le client était très satisfait, que ça se passait très bien. Et en pensant que c'était de la reconnaissance, ça n'en était pas pour lui puisque ça lui mettait du coup une pression supplémentaire. C'est ce qu'il m'exprimait ensuite. Ah ouais. Donc, c'est intéressant de voir les différents canaux, toutes les personnes sont vraiment différentes à ce sujet. Ouais, en fait, c'est un truc que j'ai croisé avec un bouquin qui s'appelle Les langages de l'amour, que je n'ai pas lu, mais on m'a donné les bases. Et en fait, ils expliquent que l'amour, et cela dit, c'est un peu pareil, la reconnaissance et l'amour. Pour moi, c'est une question de regard, les deux. Et en fait, des témoignages d'amour, ça peut se faire par les mots, par le physique, par les services, par les moments de qualité, et j'ai oublié le 5e, par les cadeaux, par les attentions. D'accord. Et en fait, tu dis, si on est deux et qu'il y en a un, il rend plein de services à l'autre, c'est sa façon à lui d'exprimer de l'amour, mais pour l'autre, un service, c'est neutre, absolu, en fait, il ressent pas qu'on lui apporte de l'amour. Et peut-être que l'autre, ce qu'il attend, c'est des mots, par exemple. Et puis, pas de bol, la première personne, les mots, elle sait pas trop faire. C'est très intéressant parce il faut prendre du recul justement sur ces situations-là. Parce que en fait finalement c'est tout simplement un problème de mécommunication, de mauvaise communication. On ne s'est pas dit à l'avance par quels moyens tu me témoignes de l'amour, et on ne s'est pas dit à l'avance quels sont moi les moyens que je comprends pour comprendre qu'on me témoigne de l'amour. Et tant que t'as pas clarifié ça, déjà ça crée de l'incompréhension gigantesque. En fait, quelqu'un peut s'arracher et dire mais je comprends pas, je témoigne de l'amour tous les jours et c'est pas ressenti. Ouais, en fait, c'est juste que c'est pas compris que c'est des témoignages d'amour et que c'est pas son canal. Et donc, dans le management, je pense que c'est à peu près pareil et que on pourrait, dans une organisation, se poser cette question de par qui et par quoi. Le par qui, ça pourrait être son chef, le N plus je sais pas combien, et ça pourrait être par ses collègues. Tu parlais des clients tout à l'heure, les clients, ça peut être les pairs aussi, les gens de la profession.
qui considèrent que cette personne, etc. Et puis le par quoi, ça peut être dans le travail, ça peut être le salaire forcément, mais ça peut être aussi les mots, ça peut être les cadeaux, ça peut être les bons moments. Enfin pour le coup, je sais pas, passer un moment au resto avec sa chef de service, ça peut être chouette. Et puis ça peut être également le dernier canal, c'est l'autonomie. Il y a des gens, pour plus tu vas leur montrer qu'ils sont autonomes, tu leur fais confiance, plus ils se sentent reconnus. Tu parlais du salaire. Est-ce que pour toi, c'est un bon levier de la reconnaissance, le salaire, pour quelques personnes, pour toutes les personnes? Quel est ton avis sur le sujet? Alors, j'avais entendu un truc quand je faisais mes études, c'est que le salaire, c'est jamais le critère numéro 1, ou plutôt rarement chez les gens. Par contre, c'est systématiquement le critère numéro 2 de reconnaissance. C'est-à-dire D'accord. que, comme dans notre société, qui a des valeurs autour de la possession ou autre, quelque part, on va se comparer les uns aux autres en fonction de ce que gagne l'un ou l'autre. Et si on a un collègue ou un ami, peu importe, mais on considère que ce qu'il fait est pas très, utile à la société, mais qui gagne beaucoup d'argent, peut-être qu'on va un peu moins accepter de, faire un truc utile, mais de gagner moins. De façon générale, l'argent, que ce soit au niveau des entreprises, de la société ou même des individus, c'est un extraordinaire base de comparaison. Parce que c'est la même chose. C'est hyper dur de comparer des moments de qualité ou des témoignages verbaux d'amour, alors que de l'argent, c'est de l'argent. C'est une métrique. C'est factuel. C'est hyper factuel. Donc forcément, que si on n'est pas à l'aise en termes de reconnaissance dans une organisation, ça peut être une façon de le témoigner. Mais tu peux tout à fait avoir, je l'ai déjà vu, des gens qui vont te demander de l'argent, mais en fait, ce qu'ils demandent, c'est de la reconnaissance. Et comme ils savent pas forcément comment tu peux leur en témoigner, c'est ça aussi qui vont te mettre en avant. Donc, puis il faut se connaître soi-même aussi, quand on sait pas forcément ce qui va faire en sorte qu'on va se sentir reconnu. Ouais, exactement. C'est pour ça que je pense qu'on peut créer ces outils de dire tiens, je te donne une petite grille et tu vas te noter de 0 à 3 sur chacun de ces critères. Qu'est-ce qui est important pour toi? Le salaire, l'autonomie, les mots, les gestes, etc. Et du coup, tu pourrais adapter ton management à chaque individu parce que là, t'as vraiment un truc pas subjectif, du coup, objectif. T'as objectivé quelque chose de subjectif. Là, la personne, elle se pose face à une feuille, elle se dit ah ok, ça compte pour moi, etc. Et plus tard dans l'année, tu pourrais te dire tiens, dis-moi où t'en es. Et alors que tu penses avoir communiqué par le bon canal, tu lui as donné beaucoup d'autonomie. En fait, tu te rends compte que à ce moment-là, elle estime que soit elle a changé, ses canaux à elle ont changé, soit tu t'aperçois que tu pensais lui en donner beaucoup, mais elle en attend encore plus. Voire même la personne va se rendre compte que en fait ça la stresse. Mais c'est très 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 dur pour les gens d'exprimer ce qu'ils ont besoin. Et tu le vois à contrario aussi. Par exemple, tu vas avoir des gens qui vont te demander beaucoup d'argent parce que ils se sentent ultra compétents et ça va être leur façon à eux de montrer que l'organisation leur fasse un témoignage qu'ils sont importants. Ça va passer par l'argent. Donc s'ils ont beaucoup d'argent, ils sont très importants et c'est ça qui compte avant tout pour eux, c'est d'être important pour l'organisation. Et puis à l'inverse, tu vas avoir des gens extrêmement compétents mais qui ne se sentent pas forcément comment dire, oui, je fais mon boulot, c'est bon, et j'ai pas forcément besoin d'être reconnu parce que c'est des personnalités plutôt manque de confiance en elles, timides ou autre. Et là, c'est un peu l'inverse, quoi. Il faudrait les revaloriser en termes d'argent, mais ils osent pas le faire spontanément par eux-mêmes. Donc c'est très compliqué. Elles se sentent peut-être pas légitimes. Ouais, exactement. Exprimer ce qui compte pour nous en termes de reconnaissance, c'est très difficile. Parce que on nous le demande jamais, en fait, quand on est éduqué et quand on grandit. À l'école, on nous demande jamais ça. À l'école, c'est une note. C'est une note et le regard de nos parents quand on rentre. Et ou le regard de nos potes, parce que peut-être que si on prend des tôles, on va se faire vanner. Et le regard d'un prof qu'on aime bien, mais peut-être qu'on sent qu'on déçoit. Donc, de nouveau, la reconnaissance, c'est un regard de l'autre, avant tout. Et un regard qu'on a sur soi. Effectivement, à ce sujet, est-ce que tu auras une expérience à partager avec nous où justement la reconnaissance a fait la différence? Donc à la fois parce qu'elle n'a pas été au rendez-vous,
ou peut-être parce qu'elle a été mise en œuvre de façon efficace? Ouais, carrément. Et je vais te donner un cas d'une personne dans mon bar, une personne qui arrive chez nous et qui vraiment perd de confiance en elle, une personne très très créative qui a fait des études de photo et puis qui bossait dans la restauration pour payer ses études. Et puis quand elle arrive chez nous, elle dit moi je veux plus faire de photos, voilà, là je veux bosser et je veux plus en entendre parler. Et c'est une personne qui se dédiait au collectif mais de façon incroyable. Et cette personne-là se donner, et puis forcément, tu sais, au bout d'un moment, quand tu te donnes beaucoup, tu sais toi-même plus trop où t'en es, t'as la question de tes propres limites, en fait, et tu sens que ça tire sur la corde. Et donc, dans ces moments-là, quand tu te sens un peu en dissonance entre je donne beaucoup et je suis en souffrance, en l'occurrence, parce que je suis fatigué, arrivent souvent ces expressions de problématiques liées à la reconnaissance. Et là, en l'occurrence, de nouveau, c'était des problématiques de je me sens pas reconnu, j'ai l'impression qu'on me considère pas. Alors que là encore, cette personne dans l'équipe, c'est une star, quoi. Tout le monde adore travailler avec elle, tout le monde mesure ça et tout. Et donc, là encore, ça passait beaucoup par j'ai pris du temps, des moments de qualité. Donc, on prenait le temps de discuter, de comprendre où elle en était dans sa vie, de comprendre, de lui montrer justement ses progrès, la qualité, d'objectiver en fait ce qu'elle faisait, parce que finalement, c'est presque les cas les plus difficiles. Quand une personne qui fait des choses bien n'arrive même pas à voir qu'elle fait des choses bien, forcément que même vis-à-vis d'elle, elle est en souffrance de reconnaissance. Et donc petit à petit, on a appris comme ça, et elle a pris de plus en plus confiance en elle. Et aujourd'hui, cette personne, alors c'est presque un paradoxe, mais moi j'en suis très heureux. Cette personne a fini, alors plusieurs années après, ça s'est pas fait, mais a fini par partir et s'est remis à la photo. Aujourd'hui, elle refait énormément de photos, elle a monté un compte, elle participe à des concours. C'est un peu comme si le passage chez nous et de lui faire prendre conscience que c'est une personne capable de faire des belles choses, et ça lui a redonné un boost de confiance pour finalement ce qu'elle a toujours voulu faire dans sa vie, à savoir des photos. Et voilà, moi je suis assez fier d'avoir contribué à ça. Ah, tu peux l'être. Et c'est une belle expérience, je pense. Ça lui a permis aussi de découvrir d'autres choses. C'est ça, alors c'était ce qu'elle savait déjà faire à la base, mais disons que ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quelque part dans cette histoire, il y a au-delà de la reconnaissance extérieure, il y a la propre reconnaissance que tu peux t'adresser à toi et ta propre confiance en tes capacités. Et là, c'était double sentence pour elle, quoi. Elle n'arrivait pas à se voir compétente, donc en plus de ça, elle avait le sentiment que les autres ne la voyaient pas compétente. Mais c'est une question de regard vis-à-vis de soi avant tout, la problématique de la reconnaissance. Faut être déjà en capacité de se dire ok, mais pourquoi est-ce que c'est important qu'une personne extérieure m'apporte de la reconnaissance? Est-ce que la base, c'est déjà pas de considérer la qualité de son travail et de prendre confiance sur ça? Je pense que c'est la première étape. La deuxième, en effet, ça va être de se dire, si jamais j'ai besoin en plus d'un regard extérieur, être capable finalement de définir par quoi et par qui. Parce que sinon, c'est une espèce de souffrance perpétuelle, parce qu'on attend quelque chose qu'on n'est nous-mêmes pas en capacité de définir ce qu'on veut. Donc en fait, on l'attend toujours et on souffre toujours. Donc 2 étapes. Première chose, savoir ce que l'on attend pour être reconnu soi-même. Et puis deuxième étape, obtenir justement cette reconnaissance d'une personne qui est importante pour nous. Ouais, avec même un prérequis, j'insiste sur toi en tant qu'individu vis-à-vis de toi, de pas mettre des tiers dans la balance, parce que ça aussi ça compte. Imagine t'es dans une organisation ultra toxique, tu sais que tu n'auras de reconnaissance de personne, ni de collègue, ni de chef, enfin voilà, t'es ultra toxique. Donc oui. Pour déjà penser à te préserver, il faut que toi-même tu t'apportes de la reconnaissance qui est liée à ta qualité de travail, parce que tu ne l'auras jamais par un tiers. Donc il faut aussi, 50% du taf, il est sur soi. Alors pour aller un tout petit peu plus loin, quels sont pour toi les impacts sur les individus, sur l'organisation aussi, et puis sur le management de manière générale ? Alors déjà, ce qui est hyper important, c'est quand même de souligner que la reconnaissance, c'est-à-dire le regard que quelqu'un porte sur nous, ça fait partie des besoins fondamentaux d'un être humain. Tu peux le retrouver à la fois dans la pyramide de Maslow et puis dans l'analyse transactionnelle de Berne qui parle de ça comme d'un besoin fondamental.
Donc ça, c'est quand même déjà la base. C'est pas du blabla. Oui, quand même, ça serait bien d'apporter de la reconnaissance. Non, on est en tant qu'individu avec des regards qui sont tournés vers nous. Quand on est bébé, tout le monde nous regarde, et quand on grandit, tout le monde nous regarde. Les regards, finalement, ils viennent nourrir un être humain parce que c'est quelque chose de rassurant, de sécurisant, et donc ça permet de s'équilibrer psychologiquement. Hyper important, je pense déjà à poser ce cadre-là. Donc, D'accord. après, en effet, les besoins de reconnaissance, ils vont évoluer en fonction des personnes. Selon comment on a été éduqué, selon quelles ont été nos fragilités, selon comment on a confiance en nous, selon comment on est capable de les exprimer ou pas, et ben cette reconnaissance, ce besoin de reconnaissance, il va être très différent d'une personne à l'autre. Par contre, c'est assez probable qu'il existe chez tout le monde. Et donc, dans une organisation, si on va dire une personne standard, donc qui a des besoins existants, mais à la fois pas nuls et pas exacerbés de reconnaissance, on va dire une personne standard, moyenne, et ben si déjà que j'insistais là-dessus, mais le travail que tu as vis-à-vis de toi, il est pas fait, donc tu vas aller vraiment chercher quasiment à 100% la reconnaissance chez des regards extérieurs. Évidemment qu'une personne, avec le temps, si elle n'a pas ce regard extérieur qui vient la conforter dans sa capacité à travailler, sa capacité à être une bonne personne ou autre, ça va créer une dissonance, ça va créer une tension, parce que c'est un besoin qu'elle ressent, et elle n'a pas la réponse à ce besoin par une personne extérieure. Donc cette dissonance, elle va grandir. Une dissonance, c'est une tension, on ne se sent pas bien, et en règle générale, soit on rentre vraiment en très grosse souffrance vis-à-vis de soi, je sais pas, névrose, dépression ou autre, soit c'est le moment de partir de l'organisation, parce que on se sent pas suffisamment respecté, et pour prendre soin de soi, le corps et le cerveau va nous dire pars. Donc sur les individus, effectivement, un impact psychologique qui peut conduire aussi vers la sortie, donc qui a aussi un impact sur l'organisation en elle-même. L'organisation, elle va potentiellement perdre des personnes, augmenter son turnover. Oui. Sur le management en lui-même, tu vois des impacts directs. Ouais, bien sûr. Déjà, si tout manager avait en tête que chaque personne a besoin de stimulation, de reconnaissance et de structure, donc ça c'est Eric Berne et l'analyse transactionnelle, stimulation, reconnaissance, structure, tu dois être en capacité en tant que manager, ça c'est ma vision en tout cas du manager, il doit être au service des individus qui composent son organisation, et donc en fait, il est là pour mettre en place des actions qui permettent aux personnes qui travaillent de pouvoir le faire tout en répondant à ces besoins-là, à ces trois besoins. Donc évidemment que si tu n'es que dans une culture d'ultra performance avec aucun temps, aucune action dédiée à la reconnaissance, en fait la personne elle accepte, je dirais, de partir à la guerre, tu vois, de se dire c'est tout con, mais si tu prends les militaires français en 14, quand ils partent, je me souviens de ces images, alors c'est de la propagande aussi, mais il y a un côté, les Français sont ultra confiants en mode ça va durer quelques mois, on va les éclater, et donc ils y vont, ils chantent, ils ont la fleur au fusil, ils sont en mode pas de souci, alors que les gars ils partent quand même pour potentiellement mourir. Mais comme le cerveau leur dit à ce moment-là, mais ok, ça va être dur, mais ça va être court, on y va. Et puis comme ils ne voient pas le bout de cette guerre, et donc là on peut faire un parallèle avec le travail, si dans une phase de très gros rush, je ne sais quoi, tu dis je me donne et puis tu vois jamais le bout parce qu'en fait c'est difficile tout le temps et ça dure, tu vois pas le bout. En fait, il y a un moment ton cerveau il commence à se dire mais là elle est où la fin? Moi je veux bien qu'on tire sur la corde, j'accepte qu'on soit à crédit, je sais pas, à crédit de sommeil, à crédit d'influx nerveux, etc. Mais à un moment il faut un temps déterminé. Ouais, et cette espèce de durée, en fait, va créer une sorte de désespoir. Et si en plus de ça, t'oublies de jalonner avec de la reconnaissance, du cadre et de la stimulation, c'est-à-dire les besoins fondamentaux qu'a notre cerveau, à un moment il dit, moi j'arrête parce que là je suis pas suffisamment en sécurité, c'est de la sécurité, finalement affective et morale. Je me sens pas en sécurité pour continuer à tirer sur la corde.
Alors là, je te parle d'un cas extrême quand je dis tirer sur la corde, mais Oui. ça peut être pareil pour une organisation toxique, quoi. C'est avec du management toxique, du harcèlement ou autre. Bah, à un moment, non, quoi. C'est pas possible. Ça fait partie des besoins fondamentaux, donc il faut y répondre. Sinon, une personne ne se sent pas équilibrée, ne se sent pas sécurisée et finit soit par exploser, soit par partir. Et ou les deux. Bah, ça me fait notamment penser à toute l'organisation projet qu'on met en place dans notre projet. Souvent, le projet a tendance à s'éterniser, enfin souvent, parfois, il a tendance à s'éterniser. On oublie aussi de remercier l'équipe à la fin du projet, quand il se termine. On oublie de célébrer la réussite du projet, qui permet notamment de remercier l'équipe. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement aux gestionnaires de projets qui finissent leur projet ? Oui, tout à fait. Alors, c'est des choses qui me viennent de l'animation, pour le coup. C'est qu'en fait, on considérait que il y a 4 temps. T'as un temps pour un projet en animation, en tout cas, mais je pense qu'on peut faire des transpositions. C'est un temps déjà d'imagination. Et chacun de ces 4 temps prennent le même temps, à peu près, au prorata. Donc, une période où tu imagines, une personne où tu prépares, un temps, pardon, tu prévois, prépares, D'accord. un temps où tu réalises, et normalement, il faudrait considérer le même temps à la célébration, au débriefing, à la fête. Il y a un temps de après, en fait. Et ce temps, notamment, je pense, permet justement de faire un deuil, permet de faire sortir ce qui a été maintenu un petit peu sous nous, ce qu'on n'a pas pu exprimer parce que pendant l'action, il fallait envoyer, mais il y a besoin que ça sorte. Et donc, en fait, ces temps-là sont extrêmement importants. Dans notre culture, en tout cas, celle que je connais, culture française, c'est très peu fait. Je connais quelques organisations où on prend le temps, mais c'est très très rare. Et souvent, ça passe à la trappe parce que, bah oui, le temps, c'est extrêmement précieux. On a tous besoin d'avoir du temps pour nous et dans une organisation, en plus de ça, le temps, ça coûte de l'argent. Et donc, c'est super dur, en fait. On est embarqué sur d'autres projets, on en a plusieurs qui se font en parallèle. Du coup, la clôture ne se fait pas correctement quand c'est le moment de célébrer justement la réussite. Ouais, dans les communautés de Time et même dans Time, après, on a essayé de le transposer. C'était de se dire une organisation va bien vivre à partir du moment où les individus sont en qualité d'interaction suffisamment grande, mais toute organisation, donc c'est bien des personnes qui font une action, et ben ça doit commencer par finalement tes débuts, tes préparatifs, le plan de bataille, on se réunit, on se répartit les rôles et puis ensuite chacun est autonome et on part sur nos actions. Et à la fin, enfin dès le début, dès cette réunion de lancement presque, c'est pas presque, c'est nous on incite dans nos communautés de dire tu veux faire une action, tu veux organiser, je sais pas moi, un salon, où vous allez tenir un stand, etc. Dès cette réunion où tu vas expliquer cette action, où tu vas répartir les rôles de tout le monde, vous prévoyez une date de célébration. Vous prévoyez le moment où vous allez aller boire un coup. Vous prévoyez le moment où vous allez sortir. Je ne sais pas. Vous choisissez la forme de petits moments festifs que vous voulez. Mais dès ce moment-là, les gens qui participent à cette action savent quand ça aura lieu. C'est un prérequis. Ouais, c'est ça. C'est ce fameux horizon. C'est vous allez partir à la guerre. Mais là, t'as la chance de pouvoir savoir elle est quand la fin de cette guerre. Tu la fixes. Ce qui fait que déjà, tu sais à quel moment tu vas pouvoir dire, à quel moment tu vas pouvoir rire de nouveau, à quel moment... Enfin voilà. Et ça, c'est important. On l'a transposé après dans l'équipe Team for the Planet parce que nous, on part dans tous les sens. Il y a plein de projets tout le temps. Et en fait, c'est toujours... Ça peut être justement difficile de pas vraiment voir les fins des choses ou de prendre le temps qu'il faut pour ça. Et je sais que maintenant, ils le font dans l'équipe. Il y a vraiment tout le temps un moment de fin qui sert à fêter, à se marrer, à faire de la relecture, à débriefer, à choper du feedback, pareil, le temps de relecture, il faut savoir aussi à quoi tu le dédies. Tu peux pas être dans le flou, tu peux pas dire ouais, on va peut-être un peu débriefer, un petit peu faire la fête, etc. Tu dois le définir. Et s'il y a les deux, il y a des temps dédiés à chacun et extrêmement cadrés. Parce que, de nouveau, sinon, ça finit un peu en autre boudin. Ceux qui voulaient balancer des retours, vraiment faire des feedbacks et qu'en fait, on a fait que un temps à la cool où on a bu un canon, eux, ils sont extrêmement déçus.
Et puis à l'inverse, des gens qui voulaient justement faire la fête, avoir un bon moment convivial, mais en fait on a fait qu'une réunion hyper structurée, cadrée et un peu chiante, eux ils sont déçus de nouveau. Donc il faut choisir à quoi tu la dédies et cadrer les différents moments. Et le verbaliser à l'avance aussi. Si tu veux faire que la fête, que c'est comme ça, il faut le dire à l'avance. Il faut que les gens qui viennent à la réunion, ils savent que ça va être que la fête. Que ce soit clair pour tout le monde. Exactement. Tu parlais de donner du feedback justement. Alors ça m'intéresse puisque est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre donner du feedback et faire preuve de reconnaissance? Et quel est ce lien finalement? Je pense que c'est deux choses différentes qu'il faut pas confondre. Pourquoi ? Parce que parfois il y a des pièges. Il y a des personnes, je l'ai très souvent vu, qui à travers des feedbacks, parce que c'est dur d'exprimer qu'en fait on a besoin de reconnaissance, vont remonter beaucoup de feedback, souvent négatifs, parce que ils peuvent être eux-mêmes un peu en souffrance. Mais du coup, tu vois bien que le thème qui est moi en tant que manager, j'ai besoin que tu me remontes des éléments objectifs de choses qui ne vont pas dans l'organisation du travail. Si en fait une personne, ce qu'elle essaye de t'envoyer comme signal, mais de façon complètement détournée, c'est que elle est en souffrance et elle a besoin de reconnaissance, et ben en fait tu viens amplifier le problème, parce que elle se dit ok, je lui ai remonté tout ce qui va pas. Sous-entendu, je lui ai remonté que moi j'allais pas. Sauf que tu peux avoir un manager très terre à terre qui capte pas cette espèce de double discours, qui traite les problématiques, mais qui ne traite pas la problématique de la reconnaissance. Et donc cette personne se dit, oh là là, mais en plus de ça, quand on me demande des feedbacks, moi je vais toujours aussi mal, et donc en fait on s'occupe pas de moi. On me donne pas de la considération. Il y a vraiment deux discours, deux schémas de communication parallèles qui ne se comprennent pas et qui peuvent amplifier du malaise. Donc là encore, s'il y a du feedback, il faut extrêmement bien cadrer. Le salarié, c'est de lui dire, là, on s'occupe, je sais pas, des process, l'organisation du travail ou autre. Dis-moi ce qui ne fonctionne pas bien. Et moi, dans mon rôle de manager, je prends ça en compte et je mets en place des actions correctives de ça. Et si c'est le manager qui donne du feedback à son collaborateur, est-ce que tu penses que ça peut rentrer dans le sens, tu parlais tout à l'heure de stimulation, reconnaissance, structure. Est-ce qu'à l'intérieur de la reconnaissance, ça pourrait être donner du feedback à un collaborateur pour alors un feedback constructif mais positif dans ce cas-là. Est-ce que ça peut témoigner de la reconnaissance? Est-ce que c'est un moyen en tout cas? Pour moi, la reconnaissance, c'est considérer que la personne est une belle personne, une personne capable, une personne. C'est une sorte de langage de l'amour. C'est vraiment un regard. Là, ça fait lien avec le livre que tu mentionnais tout à l'heure. Ouais, là quand tu me le décris, je me dis c'est plus quelque chose de structurel, c'est plus froid, on n'est pas là-dessus là. De nouveau, on est plus sur je t'explique comment je voudrais que tu fasses ton travail ou comment tu pourrais l'améliorer ou ce qui va. Enfin, c'est-à-dire que on n'est pas sur du. Peut-être que cette personne, ce moment qu'elle passe avec toi en tant que manager, elle va considérer que c'est un moment qualitatif et qu'elle a besoin de ces moments pour savoir qu'elle compte. Donc, c'est pas ce que tu lui dis, c'est pas le contenu, c'est juste le fait d'avoir un moment avec cette personne. Peut-être que si ça fait partie de ses canaux à elle de reconnaissance, rien que cette réunion, peu importe le contenu, je dirais, va apporter des choses en termes de reconnaissance et en termes de réponse à ce besoin. En revanche, si c'est pas du tout un canal à elle, mais que toi tu penses que parce que tu vas faire cette réunion, ça lui témoigne de la reconnaissance, bah, c'est toi qui risques d'être déçu. Parce que elle, la personne, elle l'a pas lu comme ça. Et peut-être elle s'est dit juste, ok, on me dit comment je dois corriger mon travail, c'est hyper carré, structurant, j'entends. Par contre, moi, mon besoin de reconnaissance, ça reste toujours la thune. Et là, on n'a pas du tout parlé de thune. Il est pas nourri son besoin. Non, exactement. Parce que c'est pas le bon canal. Toi, en tant que manager, t'as voulu organiser cette réunion pour... et là encore, finalement, tu vois, il y a deux objets. Pour améliorer son travail ou changer des trucs dans son travail. Et c'est totalement différent de lui apporter de la reconnaissance. Ou alors, si tu voulais lui apporter de la reconnaissance, peut-être que c'est lié simplement au moment de qualité. Mais la reconnaissance, c'est vraiment des langages. C'est à toi de vérifier que ça matche avec l'autre. Est-ce que tu nous as parlé tout à l'heure des langages de l'amour. Est-ce que toi, tu as un livre ou plusieurs livres justement qui nous permettraient d'approfondir le thème de la reconnaissance? Non, parce que je lis très peu.
Je vais faire un lien très capillotracté, mais c'est un auteur que j'aime énormément, qui s'appelle Alain Damasio, qui écrit souvent c'est de la poétique, politique, fiction. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les Furtifs. Et dans ce livre, il y a une petite organisation, c'est une équipe et c'est des chasseurs de furtifs. Peu importe ce qu'est un furtif, mais c'est un truc super dur à trouver, à voir, et donc ça demande des gens très spécialisés et très complémentaires. Et donc cette petite équipe, je crois qu'ils sont 4 ou 5, c'est assez admirable parce que ils s'aiment énormément, ils sont très soudés, ils sont très respectueux justement de ce qu'apporte l'autre dans l'équipe. Et donc individuellement, ils ont très peu de besoin de reconnaissance parce que, enfin, ils en ont, mais il n'y a pas de problématique liée à leur reconnaissance parce qu'ils savent pourquoi ils sont dans ce groupe, comment les autres les voient, et donc ça les nourrit en reconnaissance. Donc c'est très éloigné d'un bouquin de management, mais c'est très beau à observer. Ah punaise, si j'en ai un deuxième qui est assez fou aussi, c'est Malville de Robert Merle. C'est un bouquin, c'est une histoire où il y a 4 personnes qui se retrouvent, il y a une catastrophe, on sait pas quoi, mais tout le monde meurt. Et il y a 4 survivants. Et donc la personne qu'on suit, qui est le protagoniste, comprend très vite que il va falloir survivre, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est même pas le sujet de savoir ce qui s'est passé, c'est juste le sujet de survivre. Et donc, il va organiser cette petite équipe de 3-4 personnes. Ils vont découvrir d'autres personnes plus tard. Et en fait, cette personne-là, elle lit les gens. Elle comprend les dynamiques de groupe. Elle comprend les problématiques liées aux besoins, aux reconnaissances, etc. Et moi qui adore comprendre ça, comment les gens dans un groupe fonctionnent, ça m'a absolument fasciné. Et à la fin, j'étais vraiment sur le cul et je me disais, mais comment ce type-là a cette finesse d'analyse et a réussi surtout à le retranscrire. Et quand tu lis qui est ce gars, Robert Merle, en fait, c'est un mec qui a été arrêté en camp de concentration pendant la guerre et, j'imagine, a dû donner de l'espoir à des gens qui étaient désespérés et a mis en place des choses pour justement leur donner cet espoir. Et donc, en fait, il a vécu, quoi, ce truc de désespoir total et comment on tient en tant que groupe qui a en plus tout perdu. Et je pense que c'est un extraordinaire livre de management pour le coup, mais sous-coté au rayon livre de management. D'accord, mais ça donne très envie de les lire en tout cas. Donc, pour rappel, Les Furtifs, Alain Damasio, c'est ça ? C'est ça. Et Malville de Robert Merle. Exactement. Je les mettrai du coup dans la description. Alors avant de nous quitter, j'ai des questions un petit peu plus personnelles qui sont pas forcément faciles. Vas-y, je t'écoute. Y a-t-il alors au cours de ta carrière une grande décision que tu aurais prise et qui aurait largement contribué à ce que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui ? Et plus globalement, ce qui va m'intéresser, c'est quelles leçons t'as pu en tirer et que tu pourrais partager avec nous. J'aurais tendance à dire que moi je suis quelqu'un de plutôt craintif et peureux. Alors c'est un peu paradoxal parce que je suis aussi entrepreneur et que du coup je fais des grands sauts dans le vide. Mais ça, je l'ai appris. C'est-à-dire que la première entreprise, j'étais c'était avec Medicoli, qui est cofondateur de Team for the Planet également. Et en fait, j'avais un petit boulot à temps partiel à côté et je venais l'aider comme ça. Et un jour, je quitte ce boulot pour aller traverser la France à pied. Et moi, tout le monde me dit, mais vous êtes fous, personne me croit, quoi. Tu vois, t'as un taf. On est en 2010, on est encore on est encore dans la crise des subprimes, quoi, tu vois. Et je fais ce truc parce que j'ai envie d'aller traverser la France à pied. Et le fait de l'avoir fait une fois, ça m'a fait prendre conscience que, c'est possible, que c'est pas finalement... on trouve des solutions à tout. Et puis, de l'autre côté, tu peux le refaire. Quand j'ai quitté, parce que j'ai requitté après mon association de colo, quelques années plus tard, j'ai aidé pendant 7 ans. Et j'ai refait un saut dans le vide et je voulais devenir charpentier. Et puis, à 15 jours de la rentrée, j'avais été pris par les compagnons et par mon formateur. Mon formateur m'a planté en alternance 15 jours avant la rentrée. Je peux te dire que c'est pas possible de retrouver, quoi. Et donc là, c'était un saut dans le vide, mais forcé. Et ensuite, j'ai refait un saut dans le vide où on a dit, je vais créer un bar. Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie une seule seconde dans un bar-restaurant. Et l'accumulation, en fait, de ces choix, alors plus ou moins forcés, mais en tout cas de ces sauts dans le vide
Toto, font que j'ai moins peur maintenant de l'inconnu alors qu'avant j'avais besoin tout le temps de structurer, de savoir, d'avoir le plan A, le plan B, le plan C. Voilà, ça c'est un truc que j'ai appris et qui me sert énormément au quotidien aujourd'hui. Et y a-t-il une question que l'on n'ose pas forcément te poser et à laquelle tu souhaiterais répondre aujourd'hui ? En fait, ouais, une que j'aimerais bien qu'on me pose de temps en temps, c'est pourquoi vous avez fait Team ? Et souvent, les gens, ils se font leur réponse. En fait, c'est tellement spontané parce qu'ils se disent Team for the Planet, ça bosse pour l'écologie, donc c'est que c'est des écolos, c'est la nature et la planète, etc. Tu les intéresses. Et en fait, c'est hyper rigolo et paradoxal parce que on me cantonne à ça. Mais en fait, c'est pas du tout ça, moi, qui a été mon levier de motivation et de création. Et le mien, c'est que qui suis du coup passionné d'organisation humaine, de gens qui vivent ensemble, qui interagissent, etc. Pour moi, c'est un miracle extraordinaire, hein, le fait qu'on arrive à vivre en société, en paix à ce point-là. Bien sûr qu'il y a des conflits, bien sûr que des fois il y a des fouteurs de merde, mais je veux dire, ça reste quand même hyper pacifique, la vie en société. Au quotidien, il y a des milliards de personnes qui se croisent chaque jour pendant des semaines, des mois, des années, et ils se tapent pas dessus, quoi, quand ils se croisent. Donc ça, ils ont des priorités bien différentes, ils ont chacun leur individualité. Des problèmes différents, enfin bref, des émotions différentes, voilà. Et pour autant, on vit en société, de façon assez paisible. Et donc, ça me fascine. Et quand on comprend avec Medicoli les problématiques liées au dérèglement climatique, nous, ce qu'on comprend très vite, c'est que à partir du moment où les gens ont peur de ne pas se nourrir, voire pire, de ne pas nourrir leurs enfants, en fait, là, la paix, elle explose. Parce que vraiment, je pense que quand t'as peur de voir mourir tes enfants, t'es prêt à tout. Et même si t'es quelqu'un de bien, je pense que tu peux voler ou agresser quelqu'un si c'est pour sauver ton enfant. Et donc, la vision qu'on a eue à ce moment-là, c'est de se dire, waouh, le réchauffement climatique va faire qu'il va y avoir des tensions sur la nourriture. Et qui dit tension sur la nourriture, dit tension entre les humains. Et personnellement, des tensions entre les humains, c'est ce qui me rend le plus malheureux. Donc, moi, mon levier de motivation que, en effet, j'aimerais bien de temps en temps qu'on me demande, il est lié surtout à l'aspect pacifique entre les gens et au bien vivre ensemble. Je ne supporte pas cette idée qu'on va se taper dessus. Et donc, c'est ce qui a créé mon engagement pour Team for the Planet. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Eh ben, merci pour cette réponse. Maintenant, il y a quelques personnes de plus qui sont au courant. C'est peut-être aussi une organisation qui vise la paix dans le monde. Bah ouais, même de façon générale. Enfin, quand tu fais de l'écologie, enfin c'est pas juste tu fais ça pour les oiseaux ou pour faire chier des gens. C'est fondamentalement à la fin la vision très long terme en tout cas de beaucoup de personnes que je connais dans les milieux écologistes. Pas forcément politique, hein, quand je dis écolo, oui. De façon générale, c'est prendre soin des autres et de la planète. Il y a vraiment cette vision que si les écosystèmes sont déréglés, les sociétés humaines vont se dérégler. Et c'est hyper court-termiste, je pense, que de caricaturer les gens qui pensent à l'environnement comme juste des amateurs de petites herbes et d'abeilles, quoi. C'est trop réducteur, vraiment. Et c'est presque dangereux, du coup. Oui, mais c'est bien de le rappeler, hein, de temps en temps. Voilà. Bon, merci Nicolas en tout cas. Une toute petite question pour conclure. Quel est le meilleur moyen pour te joindre, finalement, si nos auditeurs souhaitent te contacter ? C'est un énorme paradoxe, parce que j'aurais tendance à dire, moi, mon numéro de téléphone. En même temps, je souhaite beaucoup de succès à ton podcast, et si tout d'un coup beaucoup de gens ont mon numéro perso, c'est un peu chaud, donc je vais donner mon mail perso. Mais le paradoxe, c'est que je consulte très peu mes mails. Donc on va dire LinkedIn, allez, on va dire LinkedIn. Voilà, c'est le... Je mettrai le lien vers ton profil LinkedIn dans ce cas. Ah, c'est gentil, Nicolas Sabatier, et on me retrouve facilement. Super. Et ben encore une fois, merci beaucoup Nicolas pour ta participation. Pour nos auditeurs, vous savez désormais comment faire preuve de reconnaissance. Si vous avez apprécié l'épisode et que vous êtes sur une plateforme d'écoute, s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour noter le podcast et ajouter un commentaire encourageant. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, mais aussi un commentaire pour nous donner du feedback sur cet épisode.
Aussi, je tenais à remercier tous ceux qui partagent le podcast avec leur entourage parce que ça nous aide vraiment beaucoup. Et je vais t'aider, je te coupe, j'en ai rien à faire, c'est une fin folle. Tu peux, vas-y. Vraiment, mais pour tes auditeurs et tes auditrices, je vous assure que quand quelqu'un crée du contenu comme Nicolas, le fait d'avoir finalement des petites étoiles qui montent ou un commentaire, ça lui assure et ça le rassure sur le fait que c'est utile ce qu'il fait. Il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui apprécient et c'est un encouragement énorme à continuer, c'est extrêmement motivant. Et donc personnellement, j'ai jamais trop compris ces trucs-là, mais en fait d'avoir commencé à créer des fois un petit peu du contenu, je pousse les gens pour l'avoir expérimenté à dire, je vous jure, c'est hyper important pour encourager Nicolas à continuer. Et ça fait complètement le lien avec le podcast d'aujourd'hui. C'est une vraie preuve de reconnaissance. Donc merci beaucoup Nicolas pour l'intervention. Et comme toujours, du coup, si vous souhaitez me contacter moi, ce sera à la rubrique à propos du site caféduprojet.net. Je souhaite aussi à tous nos auditeurs une très belle et heureuse année 2024, donc qu'elle soit riche en projets et en écoute. Et puis comme d'habitude, je vous retrouverai le mois prochain pour un nouvel épisode. Donc n'oubliez pas, le Café du Projet, c'est le premier mardi de chaque mois.